Pour commencer, que signifie le terme de microbiote? Alors le microbiote, si on se focalise sur l'intestin, le microbiote intestinal, c'est une population bactérienne qui est hébergée par notre organisme dans l'intestin, surtout distal, donc dans le côlon. Et cette population bactérienne est extrêmement diversifiée. Elle contient un très grand nombre d'individus. On dit peut-être une centaine de fois plus de bactéries que de cellules de mammifères de l'hôte proprement dit. Donc c'est une population extrêmement importante et qui va avoir plusieurs fonctions. Notamment, cette population de bactéries va être capable de digérer un certain nombre d'aliments que les enzymes humaines ne sont pas capables d'utiliser, et notamment les fibres alimentaires dites solubles. D'où vient l'intérêt actuel des chercheurs pour le microbiote? Alors c'est vrai que le rôle du microbiote intestinal dans l'utilisation de certaines sources alimentaires est une chose qui est connue depuis très longtemps. Mais ce qui a été nouveau depuis quelques années, c'est la capacité, grâce à de nouveaux outils et de séquençage, notamment du génome de ces bactéries, des méthodes qu'on dit à gros débit, donc qui permettent d'analyser un très très grand nombre de gènes à la fois. On va pouvoir étudier la composition de ces bactéries qui, autrefois, parce que ce sont des bactéries qui poussent sans oxygène, sont très difficiles à cultiver et à analyser par des méthodes classiques. Donc grâce à ces méthodes de séquençage des gènes, on estime qu'il y a 100 fois plus de gènes dans le microbiote intestinal que dans le génome humain. Grâce à ces méthodes haut débit, on va pouvoir analyser la composition bactérienne et c'est ça qui a permis de relancer l'intérêt pour un certain nombre d'aliments que les fibres, telles que les fibres, que les bactéries peuvent utiliser et transformer en molécules intéressantes pour l'organisme humain. Qu'a-t-on découvert précisément, par exemple à propos des fibres? Récemment, ce qu'on a découvert, c'est que un certain nombre de molécules qui sont produites par les bactéries à partir de fibres solubles. Les fibres solubles, ce sont des polysaccharides qui sont proches de l'amidon, mais qui ne sont pas utilisés par l'intestin humain. Donc ces polysaccharides, lorsqu'on en mange, ils vont aller tranquillement jusque dans le microbiote intestinal. Et arrivé dans ce microbiote intestinal, les bactéries sont capables de l'utiliser et de produire ce qu'on appelle les acides gras à courte chaîne. Donc cette fonction-là était connue depuis très longtemps et ce que l'on peut maintenant dire, c'est que ce sont ces acides gras à courte chaîne qui transmettent des effets bénéfiques sur le métabolisme de l'hôte. On va avoir moins faim. On va augmenter nos dépenses énergétiques, c'est-à-dire que pour la même quantité d'énergie absorbée, on va en gaspiller plus au lieu d'en stocker. Et on va améliorer notre sensibilité à l'insuline, ce qui est un effet très bénéfique pour faire baisser la glycémie, par exemple chez les diabétiques. Peut-on améliorer le métabolisme d'une personne malade en agissant sur sa flore intestinale? Alors, il y a eu des éléments, effectivement, pour penser que de transférer un microbiote associé à une bonne nourriture, à la minceur, à la santé métabolique, pourrait transférer les caractéristiques physiologiques de la minceur et de la santé métabolique aux individus. Il faut quand même rester prudent parce que les études sont relativement limitées en nombre et les auteurs admettent qu'il y a une réversibilité relativement rapide des effets, c'est-à-dire que selon l'alimentation qu'on va ensuite adopter, les effets vont être rapidement réversibles parce que, bien sûr, l'alimentation est un premier déterminant majeur de la qualité et du microbiote intestinal. Alors, sur quoi porte le débat scientifique? La grande question aujourd'hui, c'est de savoir quelle responsabilité on peut attribuer à l'alimentation d'une part et à la modification du microbiote qui est induite par cette alimentation sur les bénéfices métaboliques de l'hôte. Ce que l'on sait depuis très longtemps et qu'on sait encore aujourd'hui, c'est que lorsqu'on adopte une alimentation riche en fruits et légumes, par exemple riche en fibres, on a une proportion de ces fibres qui vont être utilisées par le microbiote, qui vont être bénéfiques pour l'hôte. Ce que l'on sait également, c'est que ces fibres vont être utilisées par le microbiote pour s'alimenter lui-même et pour se diversifier. La question, c'est est-ce que la diversification de ce microbiote en soi a un rôle pour l'hôte? C'est ça la grande question.
Pour ce qui concerne les fibres, aujourd'hui, je dirais qu'il est plus important de manger des fibres que de modifier le microbiote, parce que même un microbiote peu diversifié, c'est-à-dire d'un individu qui n'a pas l'habitude de manger des fibres, est capable de les utiliser très rapidement pour produire les métabolites bénéfiques que sont les acides gras à courte chaîne, le propionate et le butyrate. Ce qui n'exclut pas qu'on puisse trouver d'autres mécanismes. Mais si l'on compare aujourd'hui l'approche, on va dire, prébiotique, l'approche prébiotique, c'est on va donner des aliments pour modifier le microbiote. Et l'approche probiotique, c'est-à-dire on va modifier le microbiote pour induire des bénéfices, je dirais que les arguments sur l'intérêt de l'approche prébiotique sont très très forts. Sur l'approche probiotique, c'est-à-dire est-ce qu'en modifiant les bactéries, on peut à long terme, simplement en modifiant les bactéries, induire des bénéfices sur l'hôte, indépendamment de l'alimentation, il n'y a pas encore aujourd'hui de preuves vraiment bien établies. Réalise-t-on déjà en France des transferts de flore intestinale? Alors le transfert de flore intestinale est réalisé dans plusieurs cadres actuellement. D'une part, en clinique, il y a plusieurs essais qui sont réalisés dans le cadre d'inflammation intestinale grave, qui sont liés à un germe qui s'appelle le Clostridium difficile, où là, il y a eu des travaux dans la littérature qui montrent l'efficacité du transfert d'une flore d'une personne qui n'a pas cette maladie à une personne qui a une inflammation intestinale très sévère, qui montre des effets bénéfiques en fait, de ce transfert. Ensuite, on rentre dans le cadre un peu plus de la recherche actuellement, parce qu'on essaie de démontrer éventuellement l'efficacité de ces transferts de flore chez des personnes qui ont des maladies inflammatoires intestinales. On peut citer la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique par exemple. Ce sont des maladies quand même sérieuses de pathologie de l'intestin. Et puis, il y a des discussions actuellement dans le cadre des maladies métaboliques, mais on n'en est pas là, parce qu'il reste beaucoup de travaux de recherche pour démontrer sa réelle efficacité et son rôle. Concrètement, comment s'effectue un transfert de flore intestinale? Concrètement, en fait, à partir de sel, on prépare finalement l'écosystème intestinal et on va, par fibroscopie, infuser, effectivement, on va faire ce transfert en fait, de flore en fait, intestinale et on peut passer soit par fibroscopie, donc par le haut, ou bien par coloscopie, donc par le bas, et donc la flore intestinale va se diffuser le long de l'intestin. Donc on change, après, si vous voulez, quand vous faites une coloscopie, vous prenez un produit pour nettoyer l'intestin, mais là on fait la même chose, sauf qu'on retransfère une flore d'une autre personne qui n'a pas la même maladie. Effectuer des transferts de flore intestinale pour guérir les gens, est-ce envisageable? En fait, il y a des essais qui sont réalisés chez l'animal où on montre des effets bénéfiques de transfert de flore d'animaux obèses à des animaux non obèses. En clair, si vous transférez la flore intestinale d'une personne d'ailleurs ou d'une souris obèse à un animal, une souris sans germe, vous induisez une obésité. Si vous transférez la flore d'un animal ou d'une personne non obèse à un animal sans germe, il n'y a pas d'obésité. Donc ça, c'est une petite révolution dans notre domaine. Maintenant, est-ce que c'est applicable à l'homme? À ma connaissance, il n'y a actuellement qu'un essai où on montre un petit effet sur l'amélioration du diabète, mais qui est encore très limité. Donc là, il y a beaucoup actuellement de réflexion en fait, de l'effet bénéfique. Chez l'homme, le problème, c'est la causalité. C'est est-ce que réellement, on peut montrer un effet biologique de ces changements de flore intestinale pour améliorer la santé métabolique des personnes. C'est encore à l'état de recherche. Si ces premiers essais se confirment, peut-on espérer améliorer la prise en charge de l'obésité? Et si oui, de quelle manière? Les travaux sur la flore intestinale, c'est vrai, ont ouvert des portes en fait, à de nouvelles pistes éventuellement de traitement. Donc on peut imaginer plusieurs aspects. Des aspects qui sont, on alimente la flore intestinale, on augmente sa diversité. Donc on donne par exemple différents types de fibres alimentaires, ce qu'on appelle un peu les prébiotiques. Ensuite, on peut donner certains types de bactéries, qui sont des bactéries bien sûr non pathogènes, qui sont des bactéries normales, ce qu'on appelle les probiotiques. Ensuite, on pourrait imaginer, dans des cas peut-être plus graves, moduler la flore plus globalement. On a évoqué les transferts de flore. Vous voyez, donc ça ouvre en fait peut-être de nouveaux panels de traitement et de nouvelles pistes futures. L'enjeu, c'est sur quel type de changement, quel type de bactéries, sur quoi réellement on agit et est-ce que ça produit un effet biologique.
ça ouvre des pistes, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est ce qui est fait actuellement au niveau à la fois européen et mondial, dans à la fois la compréhension des mécanismes, mais également est-ce que réellement on peut moduler cette flore intestinale pour améliorer la santé métabolique.